Alors, donc déjà, bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous avoir. On se retrouve ce soir pour une nouvelle conversation citoyenne qui va être, dans laquelle on a la chance d'avoir comme intervenant Alexandre Guilly des Alchimistes. Peut-être que je peux revenir un tout petit peu sur l'asso. Aux Actes Citoyens, c'est une association qui a été créée en 2020 par Mathilde et Anne-Charlotte et dont l'objet, en gros, est de sensibiliser tous ceux et celles qui en ont envie aux enjeux sociaux et environnementaux. Et comme tu le disais tout à l'heure, Alexandre, d'amener un peu chacun à agir à son échelle. Donc, l'association, déjà, c'est évidemment de fédérer des gens qui ont envie de s'engager, que ce soit au niveau personnel ou au sein de leur entreprise. Le deuxième point, c'est le point, c'est ce qui nous réunit ce soir, c'est l'idée de se nourrir et de grandir sur certains sujets. Donc, c'est pour ça qu'une fois par mois, on essaye d'organiser une conférence gratuite et accessible à tous sur une thématique environnementale et voilà. Et on essaye d'avoir à chaque fois un intervenant ou une intervenante qui va venir nous parler d'un sujet. Donc voilà, on a eu beaucoup de sujets différents sur l'agriculture durable, sur plein de choses. D'ailleurs, vous pouvez les regarder en replay sur la page de l'asso. Et puis, le troisième volet de l'asso, si ma slide veut bien s'afficher, c'est les projets sur lesquels on a envie d'avancer ensemble et on essaye d'avancer ensemble. Le premier projet, c'est lutter contre l'artificialisation des sols. Le deuxième projet, c'est celui d'une mallette pédagogique. Donc là, on est en train d'essayer de recueillir un petit peu le ressenti des enseignants du primaire pour voir de quelle manière on pourrait aider ces enseignants à avoir tous les outils pour sensibiliser les élèves du primaire. Et puis, le troisième projet, c'est celui de repenser les modèles d'entreprise. Donc, évidemment, s'il y a des projets et des sujets qui vous intéressent, nous, on serait ravis de nous écrire et on serait ravis de pouvoir en discuter et de pouvoir avancer avec plus de personnes. Alors, ce soir, donc, on a le plaisir d'accueillir Alexandre Guilly. On a intitulé la conférence « La riposte du compost » et on va aborder le sujet des sols, de l'économie circulaire locale, le sujet du compost évidemment, le rôle des biodéchets, etc. Donc, je passe très vite parce que c'est évidemment plus Alexandre qui va nous en parler. Et donc, Alexandre est cofondateur et président de l'entreprise Les Alchimistes. Les Alchimistes, c'est une entreprise solidaire d'utilité sociale dont le métier est la collecte et le compostage des biodéchets urbains de manière locale et pour nourrir les sols et notamment revégétaliser les villes. Voilà, donc Alexandre va nous parler ce soir de l'intérêt évidemment de valoriser les biodéchets et puis sûrement de plein d'autres choses. Et puis, dernier petit point, avant de te passer la parole, Alexandre, n'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat. On va d'abord avoir l'intervention d'Alexandre et puis après, on aura une petite partie questions-réponses. Et puis, la conférence prendra fin à 22h30. Donc, on essaiera évidemment de répondre à toutes les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et si vous voulez intervenir en direct, n'hésitez pas non plus à allumer votre caméra et à prendre la parole pour poser directement la question. Donc, Alexandre, je te passe la main. Et du coup, je vais arrêter le partage et je vais te laisser. Est-ce que vous voyez la présentation?
Alors, c'est en train de se charger. Super. Donc, alors, peut-être juste une petite mise au point. Moi, je ne suis pas conférencier, donc attendez pas de moi une grande conférence et des envolées ni lyriques, ni philosophiques. Je suis un entrepreneur. Maintenant, je suis un entrepreneur et avec mes associés, on se réunit autour de missions plus que d'une activité quotidienne. En tout cas, on fait passer la mission, et la mission, c'est ça qui fait avancer et qui attire les équipes aux alchimistes. Donc, je voulais démarrer avec quelques images. Alors, désolé pour la résolution, j'ai pris ça un peu sur Internet à la volée, mais pour illustrer ce qui nous interpelle, nous, et ce qui a fait qu'on a créé les alchimistes il y a 4 ans. J'aurais pu prendre une photo de désert pour montrer et pour illustrer le fait que la FAO interpelle les Nations Unies sur le fait qu'il y a un tiers des sols qui sont considérés dégradés à très dégradés, mais j'ai préféré prendre un sol agricole bien de chez nous, où on voit l'érosion des sols. C'est un sujet majeur et qui pourtant fait très peu parler. On parle énormément du réchauffement climatique et c'est bien normal. On parle extrêmement peu de l'érosion des sols. Vous avez pris l'artificialisation des sols dans une de vos thématiques et il y a un vrai sujet effectivement sur la surface des sols qui sont artificialisés, et il y a aussi un sujet majeur, méconnu et assez mal documenté jusqu'à aujourd'hui, sur l'épaisseur des sols restants. C'est-à-dire qu'il y a les sols agricoles qui disparaissent, et puis il y a l'épaisseur du sol arable, de la terre arable, qui diminue, et on le voit, et c'était pour ça que je prenais cette première image. Il y a une deuxième image qui explique de manière assez évidente où partent nos sols. Nos sols, et notamment les engrais azotés, les engrais phosphatés. L'érosion de ces sols qui ne tiennent plus part dans les rivières, dans les cours d'eau, et ensuite on les retrouve soit dans les nappes phréatiques, et donc on a un problème d'eau potable dans beaucoup d'endroits en France, soit dans la mer. Alors là, c'est évidemment poussé à l'extrême, hein, c'est comme la Chine est un pays d'extrême, mais c'est des images qu'on retrouve assez facilement en Bretagne, avec des marées vertes. Donc on a envoyé énormément d'éléments, notamment azotés, phosphatés, qui vont permettre à des algues de se développer. Les algues se développent de manière éloignée, et on se retrouve avec des rivières qu'on dit eutrophisées, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène. Il y a quelqu'un qui a enlevé le fenêtre en mute. Je ne sais pas qui peut mettre son micro. Et donc, on se retrouve avec des rivières qui vont être privées d'oxygène parce que ces algues se seront développées, et donc privées de vie. Donc, ça, c'est des endroits où on retrouve évidemment plus du tout de biodiversité. Il n'y a plus du tout de poissons, de crustacés, etc. parce qu'il n'y a plus d'oxygène dans l'eau. Encore une image sur ça, c'est une mine de phosphate. Et donc, pour commencer à faire un petit peu le rapport, je ne sais pas, on ne peut pas mettre en mute, non? C'est qui là Attendez. On essaye d'envoyer le message sur le chat, mais... C'est qui? On ne sait pas? Ti dico, uno non è intelligente, se no se te cae un'idea, non se le cae un'idea. Et donc ça, c'est des mines de phosphate, notamment, alors il y en a dans quelques pays, mais notamment au Maroc. Et donc on s'aperçoit que quand on commence à mettre un peu en lien les différentes images que j'ai mises en tant que préambule, le sol a tendance à partir dans les rivières, puis dans la mer. Ces engrais qu'on met on met trop d'engrais dans les sols vont eutrophiser les rivières, et dans le même temps, on va importer des engrais phosphatés du Maroc, baisser notre balance commerciale. Et donc, on voit bien que c'est un problème évidemment écologique, en termes de biodiversité, etc. Mais c'est aussi
un problème économique. C'est qu'à un moment donné, le phosphore, le phosphore et l'azote qui sont dans nos sols, qui sont dans nos assiettes par ailleurs, on le verra après, aujourd'hui, on les importe massivement et on se met en dépendance forte parce que notre agriculture est complètement dopée, notamment au phosphore, vis-à-vis d'un pays tiers. Et dernière petite, alors là c'est un peu moins une image, mais c'est un peu une sorte de pied de nez. On parle de Haber-Bosch, là, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est intéressant de le voir comme ça, comme les deux hommes les plus importants du XXIe siècle. Alors, évidemment, Haber et Bosch, tout le monde ne les connaît pas, mais le procédé Haber-Bosch, c'est celui qui permet notamment de prendre l'azote de l'air. L'air est composé à 80% d'azote, il faut s'en souvenir, et de le transformer en nitrate, en engrais nitratés qui vont permettre au sol de créer, enfin aux plantes de grandir de manière extrêmement rapide. Dans le petit graphe d'en dessous, ce qui est supposé, et c'est sûrement en partie vrai, même si ce n'est pas l'unique, c'est évidemment pas l'unique explication, mais en tout cas, le procédé Haber-Bosch est une des raisons pour lesquelles on a réussi dans le monde à passer comme ça de 1 milliard à 6 milliards d'habitants. Il y a évidemment les progrès de la médecine, etc. Mais en fait, le fait de pouvoir nourrir 6 milliards de bouches et maintenant 7 milliards, c'est notamment parce qu'on a réussi à capter l'azote de l'air et de le mettre dans le sol. Ça a été une avancée importante au moment où on avait faim. On voit aujourd'hui que ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment parce que le procédé Haber-Bosch, c'est à peu près 1% des gaz à effet de serre pour fabriquer les engrais azotés. C'est un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, c'est un des plus gros procédés chimiques qui existent dans le monde. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est très peu connu. Alors, je ne peux pas demander à vous dans la salle de savoir qui en avait entendu parler, mais c'est quand même quelque chose de très peu courant et de très peu discuté aujourd'hui. Donc ce qu'on voit, si on commence à mettre un petit peu en cohérence les différentes images que j'ai mises, c'est que, encore une fois, on a du sol qui se fait la malle dans les rivières, des rivières qui sont eutrophisées, du phosphore qui, comme il s'en va des sols, eh ben, on l'importe de mines qui vont un jour s'éteindre. On parle du pic du phosphate en 2030. Alors évidemment, les pics, aujourd'hui, on peut s'en méfier, mais en tout cas, il y a une surutilisation de ces engrais et on l'achète, cet engrais. Et dernièrement, pour permettre à cette agriculture de continuer et de grandir sur des sols appauvris, eh bien, on capte l'azote de l'air avec des procédés qui sont extrêmement énergivores et donc coûteux en gaz à effet de serre émis. Bon, là, il y avait un petit pied de nez, il y avait cette fameuse pub de Perrier qui disait « l'eau, l'air, la vie ». Oui, enfin, on a oublié la terre. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en tout cas en tant qu'humain, ce qu'on mange, c'est quand même majoritairement des produits qui viennent de la terre. Et sans terre, il n'y a pas de vie. Donc, on peut continuer à pêcher des poissons, mais mis à part ça, on va avoir un vrai problème si on laisse nos sols disparaître. Là, c'est une image qui montre aussi la question. Alors là, vous parliez de l'artificialisation des sols au départ, et je suis très content que ce soit un sujet dont vous en parliez. L'artificialisation des sols pose plein de questions en termes notamment d'alimentation, de production agricole, etc. Et puis, l'artificialisation des sols pose un problème beaucoup plus immédiat, qui est encore combien de temps les villes vont rester vivables. Là, on prend l'exemple dans cette image de Paris. On voit quand même qu'il y a une différence de température entre la température parisienne actuelle et s'il y avait un gros travail d'aménagement et de revégétalisation qui se situe à 2 degrés. Donc, on voit la différence là dans la courbe entre quand on est un peu à la campagne ou en tout cas aux abords de la ville, au nord-est ou au sud-ouest de Paris, où on est à 22 degrés, et dans Paris, on est à 26 degrés. C'est 4 degrés de différence, c'est absolument colossal, sachant que par ailleurs, c'est des températures qui ne redescendent pas la nuit, et donc on voit
vrai sujet sur l'artificialisation des sols et sur la végétalisation des villes. Qu'est-ce que ça veut dire derrière et pourquoi j'ai choisi cette photo? C'est qu'on a un sujet qui est problématique sur la question du réchauffement climatique en général, mais que ce sujet se pose de manière particulière en ville, où là, l'augmentation de la température et les îlots de chaleur urbains peuvent être vraiment problématiques et rendre beaucoup de villes proprement invivables. Dans les bonnes nouvelles, ou en tout cas dans les avancées scientifiques, on va dire, l'essentiel de ce que je disais maintenant, c'est quelque chose qui est ressorti de manière assez forte dans le rapport du GIEC de 2019, et en fait qui faisait apparaître une corrélation importante, forte, entre le changement climatique et la qualité des sols. Et ça, cette corrélation forte entre la qualité des sols et le changement climatique était finalement assez peu documentée jusqu'à maintenant. Et en fait, on s'aperçoit tout simplement que les 50 cm ou les 1 mètre de terre arable sur Terre sont le deuxième puits de carbone derrière les océans, et que donc c'est un des principaux puits de carbone sur Terre. Donc le jour où on n'a plus de sol, où on n'a plus de terre arable, ça paraît évident en le disant, mais c'est bien de le rappeler, on se retrouve dans des paysages comme le Sahara ou la vallée de la mort, etc., où on voit bien qu'une fois que c'est fait, en fait, ce n'est plus rattrapable. On va pas, ce serait extrêmement complexe de redonner une couche de matière organique sur le Sahara pour y replanter des arbres ou des céréales. Donc voilà, c'est quelques images en guise de préambule, hein. Je les repasse de manière rapide, et ensuite pour arriver à des choses qui sont peut-être un peu plus terre à terre, ou en tout cas ce qui nous a amené aussi, parce que on va dire que ça c'est des grands constats, et quand on arrive un petit peu à l'échelle européenne ou française, ces sujets, les citoyens s'en sont emparés, le législateur s'en est emparé, et depuis 2023, il y a un sujet sur la valorisation des déchets alimentaires et des biodéchets plus généralement, qui est de se dire, quand on a de la matière organique, donc des déchets alimentaires, de la tonte de gazon, etc., il ne faut plus les incinérer ou les enfouir, parce que c'est ça encore le mode de traitement principal, et il faut bien les valoriser. Et les valoriser, ça va être principalement de permettre à cette matière de retourner au sol, parce qu'on se rend compte qu'on a besoin de reboucler la boucle de la matière organique. Donc ça, c'est la loi AGEC, qui dit quelque chose de finalement relativement simple, mais aussi assez ambitieux au vu de là où on en est aujourd'hui, mais qui dit qu'au 31 décembre 2023, tous les professionnels et toutes les collectivités locales, c'est-à-dire tout le monde, en France, en Europe, en France pour la loi AGEC, devront faire le tri sélectif et valoriser leurs déchets alimentaires. Aujourd'hui, on a mis valorisation, mais en fait c'est le traitement actuel, c'est que l'immense majorité des déchets organiques sont incinérés ou enfouis, et le reste, quand les déchets sont valorisés, soit méthanisés, soit compostés, sont très souvent envoyés loin de la ville, là où nous, on considère qu'il y a une utilité et un usage pour précisément revégétaliser les villes. Et le dernier point, je l'ai déjà évoqué, c'est le rapport du GIEC qui faisait ce lien entre réchauffement climatique et fertilité des sols. Il y a un deuxième lien, mais qui était, à ma connaissance, moins formalisé, c'est le lien entre biodiversité et qualité des sols. Il y en a un qui s'est intéressé à ça il y
il y a déjà longtemps. C'était le scientifique anglais dont je suis en train d'oublier le nom, mais qui avait étudié la vie des vers de terre et qui avait constaté qu'on pouvait considérer, c'est encore le cas aujourd'hui, le poids des vers de terre correspond à peu près au poids de tous les autres animaux terrestres. Et c'est Charles Darwin. Donc Darwin, évidemment, est resté dans la postérité pour sa théorie principale. Mais déjà, il y a plus de 100 ans, on avait comme ça un grand scientifique qui s'intéressait à comment fonctionnent les sols et quel est le rôle des vers de terre dedans. Ensuite, et pour continuer un petit peu dans le contexte réglementaire, ce qui est proposé par l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'Agence de développement des énergies renouvelables et énergies renouvelables et environnement. D'ailleurs, c'est l'acronyme, j'ai oublié ce qu'il voulait dire exactement, mais en tout cas, il y a maîtrise de l'énergie et environnement. Et donc, quand on commence à regarder comment gérer mieux un déchet, il y a cette fameuse pyramide inversée qui est de, évidemment, ça paraît évident, mais il vaut mieux toujours le redire, c'est d'éviter le déchet. Donc, en l'espèce, pour les déchets alimentaires, c'est vraiment lutter contre le gaspillage alimentaire. Ensuite, il y a minimiser, il y a la valorisation matière. Donc, la valorisation matière, c'est ce qu'on va faire avec du compostage, c'est-à-dire qu'on va prendre des déchets alimentaires, on va en faire du compost. Il y a la valorisation énergétique. Donc là, pour les déchets alimentaires, c'est comment on va méthaniser les déchets alimentaires. Donc le méthane étant, la méthanisation étant la transformation anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène des déchets alimentaires en gaz, notamment en méthane, CH4. Et puis ensuite, dans le bas du cône, on a l'incinération et le centre d'enfouissement technique qui créent vraiment deux problèmes principaux. L'incinération des déchets alimentaires, c'est que les déchets alimentaires sont composés à 85% d'eau, donc il y a vraiment un vrai sujet de se dire on a des incinérateurs aujourd'hui qui continuent de brûler des millions de tonnes de déchets alimentaires qui sont constitués principalement d'eau. Donc en raccourci, on brûle de l'eau. On brûle de l'eau et on brûle les éléments azote, phosphore, potassium qui sont dans ces déchets alimentaires. Et puis en dernier lieu, le centre d'enfouissement, donc là, c'est ce qu'on appelle, c'est le nom technique pour dire décharge, hein. Et là, on va enfouir des déchets, notamment des déchets alimentaires, qui, eux, privés d'oxygène, vont commencer à méthaniser et à dégager des gaz méthanogènes et sulfurés. Et ces gaz vont traverser la Terre, ils vont traverser ce qui a recouvert ces déchets. Et on va retrouver des gaz type CH4 dans l'air qui sont 35 fois pires que le CO2 pour l'effet de serre. Donc ça, c'est vraiment dans le bas de la pyramide, c'est vraiment les deux modes de traitement des déchets alimentaires qu'il faut absolument éviter. Donc nous, notre combat, il est évidemment de valoriser les déchets alimentaires, mais avant même de valoriser les déchets alimentaires, ça va être de faire en sorte que notre action diminue le gaspillage alimentaire. Donc on va vraiment tenter de minimiser la quantité des déchets alimentaires en amont. Voilà un petit peu pour, on va dire, le contexte général. Comme je le disais au début, moi je suis pas conférencier. Il y en a qui le font très bien, et notamment nous, notre source d'inspiration principale, c'est le monsieur qui est en chemisette à fleurs et qui s'appelle Claude Bourguignon. Et si vous voulez en connaître un petit peu plus et de manière très vulgarisée et pour autant quand même un peu technique, je vous recommande assez fortement de l'écouter sur YouTube. Il a quelques vidéos de 10 minutes, 15 minutes qui sont vraiment intéressantes et qui, en peu de temps, vous permettent de comprendre comment fonctionne un sol et pourquoi
les pratiques agricoles actuelles sont problématiques. Et puis, de la même manière, il y a un bouquin pour ceux qui préfèrent lire que regarder, qui est très bien fait, Le sol, la terre et les champs. Si on va, là je vais un peu moins parler du contexte et je vais un peu plus parler de nous, les alchimistes, qui on est. Aujourd'hui, on est une jeune entreprise innovante. J'ai eu la joie et le bonheur de cofonder cette boîte avec Kenzo Sato qui avait eu déjà un petit peu l'idée, qui avait fait des petites études de faisabilité, et 2 structures d'insertion professionnelle. Et depuis, on a été rejoint par Cyrielle Callot, qui elle, a été au COMEX de Blablacar et qui était directrice du développement de Blablacar pendant 6 ans, et qui nous apporte toute son expertise et toute son expérience sur comment faire grandir une entreprise. Donc notre mission, elle va être de collecter et composter en ville et enrichir les sols urbains. Donc en 3 photos, vous pouvez comprendre assez vite ce qu'on fait. On va collecter en véhicule léger, si possible à moins de 10 km, en tout cas majoritairement à moins de 10 km. Ce qui nous permet de collecter, de faire peu de kilomètres, c'est qu'on a développé un maillage de sites de compostage micro-industriels qui sont de relative petite taille, permettent d'être insérés dans le périurbain et du coup proches des gisements. Donc on est proche de nos clients chez qui on va collecter nos déchets, et on est proche des clients humains qui ont envie d'acheter notre compost. Donc, comme les déchets ont peu de valeur et que le compost a peu de valeur, on a décidé de réduire assez fortement les coûts logistiques liés à ça, et donc notamment le nombre de kilomètres parcourus. Ça a un autre avantage, c'est que ça rend les choses très visibles et qu'on est dans un secteur qui manque assez cruellement de transparence, et que quand on peut montrer ce qu'on fait, c'est souvent un argument assez fort pour nos clients, pour les citoyens, pour les écoles. On a pas mal d'écoles qui viennent visiter nos sites. Et sur la dernière photo, on voit un sac de compost de 2 litres. Alors là, c'est le sac de compost, on va dire, hyper urbain. C'est vraiment pour des personnes qui ont une balconnière, voilà, qui sont très restreints en termes d'espace vert, ce qui est le cas dans quand même les grandes métropoles françaises. Et ça nous permet, nous, en le distribuant en petit volume, de toucher un maximum de personnes. Et donc, pour nous, la vente de compost est également un outil pour sensibiliser un maximum de personnes et rendre tangible ce qu'on peut faire avec les déchets alimentaires. C'est-à-dire qu'on devrait vendre normalement 30 000 sacs cette année, on en a vendu 8 000 l'année dernière. Vous pouvez voir de manière simple, au Franprix du coin ou au Biocoop ou je ne sais quoi, vous pouvez voir le produit fini et imaginer que avant que ce soit un compost qui sent l'humus de forêt, ça a été des têtes de poisson, des tripes de lapin ou des fans de carottes, quoi. Donc on va principalement viser la ville. On va principalement viser la ville, et donc nos clients, ça va être des particuliers avec ces sacs de 2 litres, mais ça va être aussi des paysagistes, etc. On va le voir après. Pourquoi rejoindre l'aventure? Là, quand on s'adresse vraiment à des clients, on va dire professionnels, il y a évidemment se conformer à la loi, j'en ai parlé tout à l'heure, la loi AGEC, qui nous dit qu'à partir de 2024, tous les professionnels, toutes les collectivités locales devront avoir un système de tri sélectif et de valorisation de ces déchets alimentaires. Aujourd'hui, on en est encore à la phase où doivent se conformer ceux qui fabriquent plus de 10 tonnes de biodéchets par an. Donc, c'est des restaurants qui font encore un peu plus de 250 couverts par jour. Améliorer votre impact environnemental, ça paraît évident, mais il faut quand même le redire, en réduisant notamment les kilomètres parcourus par les déchets alimentaires. Et puis, on l'a dit en intro, on est une entreprise solidaire d'utilité sociale. On va embaucher principalement des gens qui sortent de parcours d'insertion professionnelle ou qui sont issus de quartiers politiques de la ville.
Et par ailleurs, en étant sur des sites micro-industriels, on va avoir un métier qui va être plus divers, qui nous semble plus riche, qui ne correspond pas à tout le monde d'ailleurs, hein, mais et qui permet aux personnes qui travaillent chez nous d'être assez proches de la mission, dans le sens où on est sur des sites où on va vraiment fabriquer du compost. Et le compost étant la mission de l'entreprise, c'est un produit qui est plutôt noble, là où ce qui est entre les déchets sont plutôt un problème et quelque chose qui est pas très ragoûtant et pas très valorisant. Les déchets entrants sont voilà, un problème, ça sent mauvais, c'est pas très valorisant. Ce qui sort, en revanche, est utile, sent bon et va être du coup valorisant pour les personnes qui le fabriquent. Donc nos sites, pour nous, sont des sites de production de compost. Ce ne sont pas des sites de traitement de déchets. Donc là, on a quelques images de sites qu'on a pu fournir en compost. Donc des sites là professionnels. Donc là, on est souvent sur les toits de Paris ou sur les toits des métropoles parisiennes ou dans les squares. Je parlais des déchets des particuliers, enfin des particuliers qui achètent notre compost. Évidemment, on a énormément de professionnels. Donc là, on a les paysagistes, on a les collectivités locales, on a les agriculteurs urbains, les squares, etc. Plus techniquement, parce que ça vaut le coup quand même de comprendre un petit peu comment ça fonctionne et aussi les paris qu'on a fait et parce que c'est important de bien le comprendre. Aujourd'hui, on est sur des échanges une logique d'échange de bacs. Ça paraît idiot ou en tout cas peu important et pour autant c'est assez central. On va remplacer des bacs pleins de déchets alimentaires par des bacs vides et désinfectés. Donc c'est évidemment bon, pour des questions sanitaires, c'est utile. Surtout, en fait, ça va nous permettre d'avoir une grande traçabilité des déchets qu'on collecte, bac par bac. Je passe un petit peu sur l'accompagnement, la mise en place, parce que c'est extrêmement important, mais vous voyez assez facilement de quoi il s'agit. Puis il y a une slide derrière. Et puis derrière, et là c'est vraiment important, parce que c'est obligatoire réglementaire, mais aussi parce qu'on va au-delà de la loi, c'est la traçabilité de chacun des bacs, du client chez qui on a collecté, jusqu'au site de traitement, et y compris sur le compost vendu. Donc on sait où a été livré notre compost. Ça va évidemment pas jusqu'au particulier qui a acheté ça chez Franprix. En revanche, on sait combien de sacs ont été vendus dans nos 250 points de vente. Ça, c'est ce qu'un client professionnel peut avoir comme information. Il va avoir deux informations clés, le volume des déchets alimentaires qu'on aura collectés à la centaine de grammes près et la qualité du tri. Et donc, la qualité du tri, c'est quelque chose qui est un peu unique en France à notre connaissance. C'est qu'on va noter la qualité du tri de chacun des bacs, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, et le client aura une visibilité très claire sur est-ce qu'il y a eu plus ou moins de gaspillage alimentaire ce mois-ci par rapport au mois dernier, cette semaine par rapport à la semaine dernière, et même quotidiennement. Mais aussi, il aura la qualité du tri de ses équipes ou de lui-même, c'est-à-dire, en gros, est-ce que dans les bacs qui sont censés contenir que du biodéchet, est-ce qu'il y avait du plastique, des couverts, du polystyrène, etc. Et donc, ça nous permet d'avoir une boucle rétroactive très rapide entre le client et nous pour améliorer la qualité du tri. Donc, de manière assez rapide et très efficace, on a finalement des bacs de déchets qui arrivent chez nous et qui sont de mieux en mieux triés, ce qui nous permet de faire du compost de bonne qualité, ce qui nous permet d'avoir un traitement plus efficace et ce qui permet aussi de faire remonter le geste de tri dans les équipes de tous nos clients, quoi. Et ensuite, on a un certain nombre de données qui disent que voilà, sur telle période, les déchets alimentaires qu'on a collectés
chez vous, chez tel client, ont permis d'amender X mètres carrés de sol et donc de contribuer à la baisse du CO2 dans l'air. Donc d'autres images de vente de compost. Là, on est sur le toit d'un monoprix où il y a du safran qui est cultivé. Et puis ensuite, on a quelques projets avec des promoteurs immobiliers notamment, où là, on va vendre 50-60 mètres cubes de compost pour végétaliser des toits, pour végétaliser des squares, etc. Le compost est normé NFU 44051. Il va être utilisable en agriculture biologique, quels que soient les déchets dont il provient, parce qu'on a de manière régulière des envois de notre compost en laboratoire agréé qui valident que notre compost est conforme à la norme. Voilà pour les actions de sensibilisation. On agit, là c'est dans une entreprise, on agit également très régulièrement dans des écoles. On a des écoles qui viennent nous visiter, comme je le disais. On va dans les écoles pour sensibiliser les enfants. Et c'est la mission qui dépasse notre numéro de SIRET, quoi. Où on en est, donc on a des sites micro-industriels qui font à peu près 730 tonnes par an, qui produisent 150 tonnes de compost par an. Il y a à peu près 3 ETP par site et on arrive à tenir sur à peu près 750 mètres carrés, ce qui nous permet, comme je le disais au départ, d'être inséré dans le périurbain, assez proche du gisement des déchets, donc assez proche des 80% des personnes qui habitent en ville. Aujourd'hui, en Île-de-France, on est sur l'île Saint-Denis, à Stein, on a un site de regroupement dans Paris 18e, à Chilly-Mazarin, et on a notre site de R&D de Pantin sur le compostage des couches culottes usagées. Je vais revenir tout à l'heure. Et par ailleurs, on a eu un certain nombre d'entrepreneuses et d'entrepreneurs qui ont levé le doigt, qui nous ont dit à Lille, à Lyon, à Toulon, à Marseille, à Toulouse, à Nantes et à La Réunion, qui nous ont dit moi, je voulais faire quelque chose dans ce bout-là. Ça me semblait compliqué, notamment du point de vue réglementaire, parce qu'il faut reconnaître que la réglementation est assez touffue. Et donc, c'est des gens qui ont souhaité développer les alchimistes sur leur région. Voilà où on en est, un certain nombre voilà, juste pour illustrer un petit peu quel type de clients on a, notamment chez les professionnels. Donc, on est en accord cadre avec Sodexo, on espère bientôt avec Compass. On collecte les sites de la Société Générale, que ce soit sur les tours de la Défense et bientôt Val de Fontenay, le siège de Crédit du Nord, etc. On travaille avec Vinci Facilities. On a tous les sites de Hermès sur l'Île-de-France. On collecte les 33 restaurants Cogent. On est sur la GMS avec Franprix, Biocoop, Carrefour, Biocoop et Carrefour Bio. Le groupe Bertrand, qui est un grand groupe de restauration, évidemment. Et puis voilà. On collabore évidemment beaucoup avec les collectivités locales, avec la ville de Paris depuis le départ, avec Plaine Commune qui représente les 450 000 habitants qui sont au nord de Paris, autour de Saint-Denis, le SICTOM qui est le syndicat de traitement des déchets du Grand Paris, et puis évidemment avec la métropole de Lille, de Lyon, de Marseille, etc. Un petit mot sur les couches fertiles. Donc, on a démarré les alchimistes par le compostage, la collecte et le compostage des couches culottes usagées. Là, c'est évidemment plus complexe que sur les déchets alimentaires, parce que ça n'existe pas. Et donc, là, l'idée, c'est de créer une boucle circulaire avec les couches culottes qui sont maintenant compostables. En tout cas, avec compostables par nos partenaires qui fabriquent les premières couches compostables. Et donc, là, on a démarré un peu par itération, au départ avec 1000 couches, et puis ensuite en faisant un consortium de recherche financé par l'ADEME avec un laboratoire du CNRS à Lyon, avec un partenaire, un plateau de compostage technique à Pau, etc. Et puis là, on en est aujourd'hui à collecter 5 crèches de manière quotidienne
sur Paris et la Seine-Saint-Denis, de collecter des couches qu'on leur a fournies, qui sont des couches 100% compostables, fabriquées par notre partenaire dans l'Ouest en Bretagne, de collecter ces couches, de les broyer, de les composter. Et aujourd'hui, on a envoyé nos premiers batchs en analyse pour prouver que oui, c'est possible de composter les couches culottes parce qu'elles sont composées de matières dégradables, de la cellulose, du plastique compostable, de l'urine, des excréments humains qui sont chargés en oligo-éléments, en azote, en phosphore, en potassium, et donc une matière première qui est utile et utilisable pour un retour au sol. Donc, il y aurait beaucoup à dire sur les couches culottes. Là, c'était important pour moi d'en dire un mot. C'est évidemment, on est dans une phase un peu de recherche-action. Aujourd'hui, on a prouvé pas mal de choses et l'idée, c'est voilà, d'ici 2030 de collecter et composter 500 millions de couches, soit à peu près 15% du gisement. Aujourd'hui, techniquement, c'est tout à fait abordable. On n'en est plus très loin. Et réglementairement parlant, on a beaucoup de... réglementairement parlant, il va y avoir une loi et une filière spécifique pour la fin de vie des couches qui va se mettre en œuvre à partir de 2024. Donc là, l'idée, c'est d'être évidemment bien positionné, parce que juste pour rappel, on parle de 3,5 milliards de couches qui sont jetées par an en France. Et donc, c'est un des plus gros déchets aujourd'hui dans la poubelle des ménages. Voilà, donc juste pour retracer, parce que c'est toujours un petit peu compliqué de faire une conférence tout seul face à un écran, mais vous vous rappelez bien les premières images qui sont un problème qui est quand même particulièrement global. Ensuite, nous, notre aventure, elle est très localisée et on y tient. On compte souvent le nombre de kilomètres qu'on fait avec les déchets, avec le compost. Mais derrière, si on veut que ce soit un mouvement qui dépasse l'entreprise. On est très fiers de l'entreprise et de ce qu'elle fait, et des chiffres, et de l'ambiance, et des procédés, et des clients, etc. Mais on souhaite vraiment que ce sujet sorte un petit peu des placards, le sujet de la fertilité des sols, et que les citoyens s'en emparent. Donc, quand on dit demain tous alchimistes, nous, on s'est fixé un petit peu comme objectif d'avoir 7 millions d'alchimistes en 2025. 7 millions d'alchimistes, ça ne veut pas forcément dire des gens qui sont clients chez nous, ça ne veut pas forcément dire des partenaires, mais ça veut dire des gens, des citoyennes, des citoyens qui ont compris qu'il y a une forme d'urgence sur la qualité des sols, que ça peut être sympa et plutôt joyeux de composter et de remettre la matière organique au sol, et que ça peut démarrer demain. On a besoin de personnes quasiment pour démarrer le compostage dès lors qu'on a un jardin en bas de chez soi. Donc voilà, nous, s'il y a peut-être un message à retenir ce soir, c'est de se dire, il y a quelques sujets sur lesquels on peut agir de manière quasi immédiate. Je pense que tout le monde a compris que se déplacer en vélo, c'était mieux que de se déplacer en voiture. Ce n'est pas toujours possible, mais en tout cas, à chaque fois que c'est possible, il vaut mieux le faire. Le compostage, c'est un peu pareil, c'est très souvent facile. Alors évidemment, quand on est dans un appartement, qu'il y a vraiment peu d'espace vert autour de soi, c'est beaucoup plus complexe, mais c'est de prendre conscience de ça, prendre conscience que c'est un vrai sujet, et prendre conscience que une ville verte, c'est une ville plus sympathique qu'une ville bétonnée, quoi. Voilà pour moi, et puis je suis ouvert à toutes vos questions. Donc je ne sais pas comment vous avez décidé de imaginer faire les choses, Mathilde et les organisateurs et organisatrices, mais je suis à votre écoute. Alors, déjà, si quelqu'un a envie de prendre la parole et de poser sa question, n'hésitez pas. Sinon, je pense on a eu beaucoup de questions dans le chat, donc on peut commencer
par reposer les questions. Alors, pardon, je suis en train de retourner au début. Alors, on a eu une première question de Delphine. Ah bah, à chaque fois, ça arrive à la fin, en fait. Alors, qui justement demandait, je crois, à propos de la législation, si en gros, chaque personne, alors je crois que tu disais qu'en 2023, en gros, tous les pros, mais aussi les collectivités étaient tenus de trier à la source. Oui. Là, au 31 décembre 2023, chaque collectivité locale, donc votre ville, votre agglomération, devra vous proposer à vous, en tant que citoyenne et citoyen, une solution de tri et de valorisation des déchets alimentaires. Donc, alors, il y a plein de modes de valorisation des déchets alimentaires. Il y a beaucoup de villes déjà qui distribuent des composteurs, des lombricomposteurs pour les appartements, etc. Il y a du compostage collectif en ville. Il y a une solution, nous, qu'on promeut, notamment dans la grande densité urbaine, c'est les bornes d'apport volontaire, pour éviter d'avoir une nouvelle poubelle qui vient et pour laquelle on n'a pas toujours la place. Et donc, un peu sur le modèle des bornes à verre, qu'il y ait ces points d'apport volontaire. Donc, on a développé ça, nous, sur Lille, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Et on voit qu'il y a une adhésion extrêmement forte parce que voilà, on est nombreux à ne plus vouloir attendre. Et quand on est en ville, c'est vrai que quand il n'y a pas de jardin, c'est toujours compliqué de faire ça soi-même, quoi. Donc, en tout cas, fin 2023, voilà, chacune des villes. Et donc, vous pouvez, si vous voulez faire avancer le sujet, interpeller les maires dans vos villes en disant voilà, j'ai lu cette loi, la loi AGEC, qu'est-ce qui est prévu sur notre territoire? Est-ce que vous avez déjà prévu des choses? C'est vraiment sur cette mandature que ça se passe. Nous, aujourd'hui, on est contactés quasi quotidiennement par des maires adjoints à transition écologique qui veulent trouver des solutions qui soient les plus intelligentes, les plus utiles au territoire. Et c'est vraiment le moment de les solliciter, quoi. Ok, et justement, pardon. Non, vas-y, continue, Elvire. Non, je t'en prie, vas-y. Non, j'allais dire, on a beaucoup de questions sur cet aspect réglementaire, en fait, du tri des déchets organiques. Alex se demande si c'est une loi spécifiquement française ou si elle provient d'une directive ou d'un règlement européen. Alain se demande d'ailleurs quelles sont les obligations actuelles et futures du tri des déchets organiques sur Paris. Donc, tu disais que ça se jouait sur cette mandature. Voilà, est-ce que tu as des réponses à ces deux questions très réglementaires? Oui, bah, comme souvent, c'est quand même des directives européennes qui donnent quand même la marche à suivre. Pendant longtemps, en France, on a été assez en retard sur le sujet. Là, on a une réglementation qui est plutôt en avance, enfin, assez dure, qui devrait nous permettre de rattraper le retard qu'on a pris. Et non pas seulement, enfin, je ne suis pas du tout pour le French bashing, hein. Je trouve qu'on a un beau pays et des gens très sympathiques dedans qui l'habitent. Mais sur ce sujet spécifiquement, on a pris du retard par rapport à pas mal de pays, et y compris les pays latins. On a l'habitude d'être un peu derrière les pays scandinaves et les pays nordiques, mais là, le nord de l'Italie, la Catalogne font le tri sélectif des déchets alimentaires depuis très longtemps. Pour ce qui est de Paris, on a répondu à un appel d'offres là, il y a un mois maintenant sur la collecte des déchets alimentaires triés sur les marchés couverts et découverts et sur des points d'apport volontaires qui seront proposés aux Parisiennes et aux Parisiens autour des marchés. Donc, c'est quelque chose, alors ça va encore prendre du temps parce qu'il laisse du temps aux acteurs de s'équiper avec des nouveaux camions un peu spécifiques, des sites de traitement spécifiques. Donc là, l'appel d'offres, on devrait avoir la réponse en juin ou en septembre. Ce sera pour une mise en œuvre un an plus tard. Donc ça va prendre un petit peu de temps, mais en tout cas, les choses sont lancées. On répond à un appel d'offres là sur la ville de Lyon dans 7 jours, le 14 avril, sur une partie de Lyon, le 7e arrondissement, sur 80 000 habitants,
où là, l'idée, c'est d'équiper ces 80 000 habitants avec 150 points d'apport volontaire. Voilà, là, je dirais les choses sérieuses démarrent, quoi. Enfin, il y a déjà des collectivités qui étaient en avance, mais aujourd'hui, c'est sur cette mandature que ça va se jouer. Je regarde les questions. Ouais. Mais justement, il y avait une question de Stéphane. De quelle manière les collectivités sont-elles impliquées dans votre entreprise ou projet? On a eu sur Paris, on a notre premier site de compostage dans le 14e arrondissement. On l'a ouvert en partenariat avec Urban Lab, qui est l'incubateur de la ville de Paris sur les espaces publics. Donc la ville de Paris était, je dirais, très tôt intéressée par l'aventure des alchimistes. C'est le cas dans pas mal des villes sur lesquelles on est présent, avec voilà, des implications plus ou moins fortes, évidemment, mais il y a une implication forte au moment, on va dire, de la naissance et donc de l'innovation. Ensuite, il y a des expérimentations qui sont possibles. Donc là, on est de nouveau en partenariat avec Urban Lab pour ouvrir une vingtaine de points d'apport volontaire sur le 13e et le 14e arrondissement. Et puis ensuite, il y a le passage à l'échelle là, qui se fait évidemment avec des marchés publics, donc une règle, enfin voilà, une concurrence qui soit saine et transparente. C'est ce qui a été lancé là avec l'appel d'offres sur la collecte des déchets sur la ville de Paris. Alors, il y a une question sur comment on peut faire du compost en 6 semaines versus 9 mois. Alors, le 6 semaines, c'est vraiment très rapide, c'est plutôt entre 6 et 8 semaines. Le process de compostage, parce que ça, j'en ai très peu parlé finalement, mais il y a un peu deux façons de dégrader la matière organique, les déchets alimentaires. Il y a une voie qui est de la dégradation aérobique. Donc, en gros, il y a de l'air, il y a de l'oxygène, et donc un certain type de microfaune, enfin de milieux bactériens et de champignons, vont se développer sur ces déchets alimentaires en respirant l'air, en respirant de l'oxygène. Et donc ça, c'est le procédé qu'on appelle le compostage. Et donc, on va transformer des déchets alimentaires. En gros, finalement, c'est des molécules qui sont devenues complexes et qui vont être simplifiées. Et on va retrouver quelque chose qui ressemble à l'humus, c'est-à-dire ce qu'on retrouve, c'est le sol, notamment dans les forêts, qu'on retrouve souvent en automne avec cette dégradation de tout petits animaux, de bactéries, de champignons. Et ensuite, il y a une deuxième façon de dégrader cette matière organique, qui est la méthanisation, et où là, comme je le disais tout à l'heure, on va priver la matière et les bactéries d'oxygène. Ce sont d'autres types de bactéries et de micro-organismes qui vont se développer, qui vont dégrader la matière, et qui vont notamment fabriquer du CH4, notamment, hein, donc du méthane, mais aussi un peu de gaz sulfuré, etc. Et ensuite, on va avoir une espèce de soupe, ce qu'on appelle un digestat, qui est une matière un peu dégradée, qui va pouvoir retourner au sol, mais qui va être très surveillée, parce qu'elle est quand même un peu moins stabilisée, elle est moins stabilisée que le compost, et elle peut être, on peut avoir des éléments qui peuvent assez vite se retrouver dans les nappes phréatiques. Donc, le compostage, va être plutôt favorable aux plantes, et à la végétation qui est très gourmande. Vous pouvez retrouver dans un tas de compost des cucurbitacées, des concombres, des courgettes, des aubergines, des tomates qui vont pousser dans votre compost pur. Mais par contre, des plantes habituelles, ce sera un sol qui sera beaucoup trop riche et elles ne vont pas se plaire dans un sol trop riche. Sur la méthanisation, le digestat de méthanisation, là, c'est beaucoup plus regardé. Il va y avoir des plans d'épandage il va falloir déposer à la préfecture, etc., pour vérifier
que les sols sur lesquels on va épandre ont effectivement besoin de ce qu'on retrouve dans le digestat. Et là, c'est plutôt pour les grandes cultures. En gros, on va retrouver plus facilement les méthaniseurs assez loin à la campagne pour être proche des grandes cultures où ils vont épandre le digestat, là où le compostage va plus facilement se faire proche de la ville pour être utilisé pour les potagers. Et nous, ce qu'on aimerait, ce dont on rêve, c'est de reconstituer la ceinture maraîchère qui existait autour des grandes métropoles au début du XXe siècle. Si vous relisez Le Ventre de Paris, vous vous souviendrez que les navets venaient de Nanterre en charrette et que l'idée, c'est pas de revenir à un temps révolu, mais en tout cas, si on veut parler strictement d'empreinte environnementale des fruits et légumes qu'on mange, forcément, c'est plus sain quand ils sont à côté de chez nous que quand ils sont à l'autre bout du monde, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas. Si, tout à fait. Je suis en train d'installer un composteur sur mon balcon. Ma crainte est de ne pas avoir de possibilité de réemploi dans mes jardinières. Que faire du surplus? Alors, quand on est vraiment en appartement, effectivement, ce que vous allez produire les déchets que vous allez produire annuellement vont être vraisemblablement supérieurs à vos besoins si vous avez qu'un balcon. Donc, vous pouvez avoir un surplus de compost. Moi, je vous donne un exemple, mon exemple personnel, hein. Ça fait 10 ans que je composte dans ma cour, une cour qui fait 30 mètres carrés. Donc, c'est une chance quand on est en région parisienne, mais c'est pas non plus 30 mètres carrés reste quand même c'est faible. J'ai 5 mètres carrés de cette cour qui sont végétalisables. J'ai vidé mon composteur 3 fois en 10 ans et ça m'a permis à peine d'amender les 5 mètres carrés de ma cour. Donc, juste pour vous donner un petit peu des échelles, en fait, quand on prend un ménage de 4 personnes qui produit des déchets, on va dire, de manière à peu près moyenne, on va amender à peine 5 mètres carrés de maraîchage et de potager. Donc, en fait, l'adéquation entre le compost produit et l'utilisation de ce compost se retrouve dans la majorité des cas, parce que je pense que c'est 60% des Français qui ont une maison individuelle. Donc après, évidemment, il y a tout l'ultra dense, où là, effectivement, il y a plus de déchets que de compost possible. Mais même quand on reprend à l'échelle de Paris, le compost que vous produisez, le surplus de compost, à terme, pour l'instant, il n'y a pas encore d'initiative dans cette mouvance-là, mais à terme, c'est du compost que vous pourrez utiliser sur les pieds d'arbres à côté de chez vous, dans les squares, etc. Donc, pour le moment, c'est des choses qui se font assez peu, mais je pense que c'est un peu ça le sens de l'histoire, quoi. Et quand on prend la ville de Paris, qui est la quatrième ville la plus dense du monde, il peut y avoir adéquation des déchets produits et du compost dont on aurait besoin pour faire de Paris une ville un tout petit peu plus verte. Avant le tout à l'égout, les urines, fesses étaient collectées en ville et renvoyées dans les campagnes environnantes pour amender les sols. Retour des nutriments résiduels au point de départ. Et oui, c'est quand on prend les couches culottes et quand on les remet au sol, enfin quand on remet au sol les urines et les fesses, les excréments humains, on fait ce que fait l'être humain depuis qu'il a inventé l'agriculture, hein. Enfin, on n'invente absolument rien. D'ailleurs, il y a énormément de noms différents et localisés à cette activité qui consistait finalement à vider les toilettes pour épandre le contenu sur les sols. Il y a, je crois, la Poudrette à Tours, il y a la Poudrette, c'était je crois plutôt à Paris, il y avait, enfin, il y a 3-4 noms au moins qui sont localisés et dont on peut, qui était cette activité qui était une activité régulière et ancestrale et
Et effectivement, le tout à l'égout est venu très tardivement pour des questions sanitaires évidentes. Et là, la peste et le choléra nous ont convaincus que c'était quand même mieux d'éviter de garder nos excréments à ciel ouvert. Mais d'un point de vue purement environnemental et richesse des sols, c'est une matière qui est extrêmement utile. Là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une jeune entreprise innovante là, de Bordeaux qui vient de lever 3,6 millions sur la collecte des urines et la fabrication d'engrais pour les sols. Oui, c'est ce que disait justement quelqu'un dans le chat. Ouais. Après, je ne sais pas si... Et justement, Alexandre, il y avait une question là-dessus sur... donc vous aussi, vous avez levé de l'argent. Donc, c'est que les investisseurs croient en vous. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer votre modèle économique et comment vous parvenez à l'équilibre financier? Oui. Alors, on a parlé pas mal de réglementation. Je vais essayer de le faire de manière macro pour arriver sur nous. On l'a vu, on comprend collectivement que brûler des déchets alimentaires ou les enfouir a trop d'externalités négatives pour qu'on continue de faire ça. Bon, c'est l'appauvrissement des sols, c'est les lixivia dans les nappes phréatiques, etc. Et donc, finalement, le coût environnemental est aussi un coût financier. Quand on doit épurer l'eau potable, etc., ça a un coût énorme. Bon. Donc, collectivement, on s'est dit, arrêtons d'incinérer et d'enfouir parce qu'il y a ces externalités négatives. Donc, que doit-on faire de ces déchets alimentaires? Il faut les valoriser. Donc, on a parlé méthanisation, compostage. La façon de proposer ce changement et d'accompagner la transition de la part de l'État, du gouvernement, du législateur, c'est de se dire, bien sûr que de creuser un trou, de mettre les déchets dedans et de recouvrir, c'est ce qu'il y a de moins cher, c'est absolument évident, mais les externalités négatives sont fortes. Donc, on méthanise, on composte, et il y a plusieurs manières d'accompagner le changement, de passer d'un truc qui n'est pas cher du tout, immédiatement, à court terme, à quelque chose qui va peut-être être plus cher parce que il y a le tri sélectif, il y a la logistique dédiée, etc. Il y a plusieurs façons. La première, elle est bêtement réglementaire, c'est de dire, en fait, vous n'avez plus le droit de le faire. Donc ça facilite les choses, mais c'est un petit peu, on va dire que c'est pas suffisant, ou en tout cas c'est un peu dur. On ne parle pas de transition, là, on parle de quelque chose d'un peu brutal. Les deux façons un peu plus douces d'accompagner, c'est un certain nombre de subventions d'investissement aux nouveaux sites de valorisation des déchets. Donc là, c'est l'ADEME qui va aider énormément les collectivités locales et les acteurs qui vont valoriser cette matière. Donc, quand on ouvre un site comme nos sites, on va avoir des aides à l'investissement. Je parle bien d'aide à l'investissement, pas au fonctionnement. C'est bien au départ que ça se fait pour créer des nouveaux exutoires. Et ensuite, il y a une dernière façon de rendre attractif la transition, ça va être d'augmenter les taxes sur les activités polluantes. Un incinérateur d'ancienne génération, un site d'enfouissement sont des activités polluantes, elles polluent l'environnement, et donc ces activités vont être taxées de manière beaucoup plus forte dans le temps. Donc ça a augmenté fortement sur les 3-4 dernières années, ça va continuer d'augmenter fortement dans les 4-5 prochaines années, ce qui fait qu'à terme, la gestion, le coût des déchets en mélange, quand on va renvoyer dans un incinérateur ou dans un site d'enfouissement, ça va être extrêmement taxé, ça va être donc plus coûteux, et ça va rendre nos activités, méthanisation, compostage, comparativement moins chères. Donc, il y a une forme de courbe, en fait, où aujourd'hui, ça reste moins coûteux de mettre tout dans un sac noir et de le jeter aux ordures ménagères. Et bientôt, ça va s'équilibrer et on devrait avoir, dans un horizon de temps de 3-4 ans ou de 3 ans,
des solutions comme les nôtres qui sont moins chères que la gestion du déchet en mélange. Ça, donc, il est légitime que nous, pour collecter et traiter ces déchets alimentaires, on envoie une facture aux professionnels, donc restaurateurs, grandes et moyennes surfaces, hôpitaux, écoles, etc., et ou aux collectivités locales, parce que, évidemment, ça a un coût d'aller collecter ces déchets, etc. Bon, ça, c'est une partie. Donc ça, c'est à peu près 75 à 80% de nos revenus. Et on va avoir entre 15 et 25% de nos revenus qui vont être la vente de compost. Donc nous, cette partie-là, c'est celle qu'on souhaite développer fortement. Évidemment, ça dépend quand même de la maturité du marché, parce que le marché du compost, c'est quelque chose qui n'existe, enfin, qui commence à exister à peine. Donc, c'est là où il y a un vrai travail de fond et de sensibilisation pour faire comprendre à tout un chacun ce que c'est qu'un sol, comment ça fonctionne, pourquoi il y a besoin de matière organique, et si on n'est pas à côté d'un haras ou je ne sais quoi, il faut acheter un amendement organique et notamment du compost de déchets alimentaires. Donc, pour résumer, à peu près 80% de prestations de services pour la collecte et le traitement des déchets alimentaires et à peu près 20% pour la vente de compost. À ces deux lignes, qui sont les revenus d'un site de traitement, s'ajoutent des lignes de revenus pour le groupe, que sont la vente de sites de valorisation des déchets, de sites micro-industriels de compostage clés en main. Et là, on a des agglomérations, souvent de plus petite taille, Amiens, Caen, Périgueux, qui sont intéressés par avoir un site clé en main. Donc, l'achat, la mise en œuvre, le génie civil et la partie réglementaire pour avoir un site finalement à la bonne taille. Parce que, en fait, ces sites de cette taille-là existent finalement assez peu. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu moins éprouvé. On a déjà vendu des sites de toute petite taille, plutôt à taille démonstrative. Et là, à l'avenir, on a un certain nombre de pistes pour vendre ces sites qui peuvent gérer 730 tonnes de déchets alimentaires par an et de le vendre notamment aux collectivités locales. Il y a les centres commerciaux aussi qui sont intéressés par cette offre. Voilà, voilà à peu près le business model. Merci beaucoup pour cette réponse très riche et très complète. Je crois que les couches, on fait pas mal réagir dans le chat. Alors, il y a des personnes qui vous proposaient de poursuivre le fil des couches pour aller jusqu'aux toilettes sèches. Donc, savoir si vous comptiez aussi composter le contenu des toilettes sèches. Et d'autres personnes qui s'inquiétaient de savoir si le plastique compostable des couches ne nuirait pas quand même in fine à la qualité des sols en libérant des microparticules. Ouais, alors sur la question des toilettes sèches, comme on le disait tout à l'heure, agronomiquement parlant, c'est extrêmement simple. C'est de la matière organique. Il y a des questions qui sont liées, non pas aux questions agronomiques, mais aux questions sanitaires. Et les questions sanitaires, d'ailleurs, s'adressent essentiellement aux excréments et assez peu à l'urine, qui est très largement non problématique du point de vue sanitaire. Donc, on pourrait faire les toilettes sèches, mais honnêtement, on n'aurait pas une plus-value incroyable. Enfin, je veux dire, les toilettes sèches, en tout cas, c'est facile. La grosse contrainte sur les toilettes sèches, c'est la réglementation. C'est la réglementation parce que, voilà, comme je le disais tout à l'heure, à un moment donné, quand même, l'Europe a perdu 25 à 40% de sa population parce qu'il y avait des rats dans les villes et que les puces des rats ont refilé la peste, qu'on a perdu comme ça 30% de la population européenne, et que maintenant, après la peste, le choléra, on fait quand même très attention aux excréments humains, aux déchets alimentaires en ville, parce qu'on a bien compris que ça pouvait être très dangereux. Donc depuis Pasteur, on fait quand même très très attention à ces sujets-là, et donc la réglementation
issu de cette période hygiéniste, qui continue d'ailleurs, est très favorable aux questions sanitaires et assez défavorable aux questions environnementales. Donc là, il y a un certain nombre d'associations, d'entreprises, de collectifs qui travaillent sur le sujet en disant voilà, on peut faire évoluer les choses et on peut le faire de manière propre et sans risque sanitaire. La couche culotte est plus complexe parce que on a l'urine qui, elle, est agronomiquement très intéressante et sanitairement assez peu problématique. Donc, c'est pour ça qu'on a des entreprises qui commencent à se monter sur l'urine. On a les excréments qui sont agronomiquement intéressants, mais sanitairement un peu problématiques. Et ensuite, on a l'enveloppe plastique, où là, c'est extrêmement nouveau d'avoir ce qu'on appelle des plastiques, mais j'aime pas tellement le terme, parce qu'il renvoie beaucoup à la pétrochimie et à quelque chose de jetable et de non valorisable. Mais aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès sur les plastiques compostables qui permettent de faire ces couches en 100% compostables. Et là, ça change quand même assez radicalement la donne parce que tant qu'on était sur du plastique non compostable, faire quelque chose avec les couches, c'était quasiment impossible. Pour la petite histoire, nous, on a, au début des alchimistes, on a séparé 1000 couches à la main. On a pris le contenu, l'intérieur de la couche. On a séparé le plastique, et le plastique, on l'a mis à la poubelle. Le reste, on l'a composté. Ça a très bien fonctionné. Mais honnêtement, voilà, c'était bien de le faire comme ça 3 jours. On n'aurait pas fait ça toute notre vie quand même. Donc, le passage à la couche 100% compostable était un passage nécessaire. Il se trouve qu'il est arrivé beaucoup plus tôt qu'on l'avait imaginé. Nous, on avait imaginé une couche compostable plutôt aux alentours de 2024-2025 et elle est arrivée l'année dernière par notre partenaire qui est la plus grosse usine de couches en France. Il n'y en a que 2. Hein. C'est une usine qui fait 500 millions de couches par an. Voilà. Sur la question des microparticules, il y a on pourrait quasiment faire une conférence sur la question des plastiques et des emballages compostables, tellement c'est complexe et tellement il y a eu aussi, enfin, on a un rapport au plastique, hein, tous autant qu'on est, qui est quand même un peu bizarre. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que du plastique issu du pétrole peut être compostable. Du plastique issu biosourcé, donc issu de matière organique, enfin de bagasse de canne à sucre, etc., peut ne pas être compostable. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez être biosourcé et non compostable, ou pétrosourcé et compostable. Et en fait, quand on y pense bien, c'est pas si fou que ça, parce que le pétrole vient lui-même de végétaux qui se sont polymérisés dans le temps pendant des millions d'années. Donc, la question de la compostabilité des plastiques, ce n'est pas tellement la provenance de la matière première, c'est la polymérisation et la forme des molécules qui va être créée pendant ce processus-là. Quand on parle, il y a quelqu'un là dans les questions qui parlait de rejeter des microparticules dans le sol, c'est que à un moment donné, mais ça c'est maintenant interdit, on avait des types de plastique dont j'ai oublié le nom, je ne vais pas le retrouver là tout de suite, mais qui étaient donc des plastiques soi-disant compostables, mais qui étaient composés de morceaux non compostables reliés par du plastique compostable. Et ça, c'est des choses qui aujourd'hui sont interdites. Donc dans la couche nous qu'on composte aujourd'hui, on a une enveloppe plastique qui finalement elle représente très peu, hein. Enfin, c'est moins de 5% du poids de la couche sèche. Et ensuite, on a surtout beaucoup de cellulose. Et la cellulose, c'est du coton, enfin, donc c'est du carbone, et on a besoin de carbone quand on fait du compost. Quand on fait du compost, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a un rapport carbone-azote qui est extrêmement important pour que les bactéries et les micro-organismes se développent.
Je ne sais pas où j'en suis. Il y avait une question de Mathilde sur la manière dont vous accompagnez vos clients, ceux chez qui vous collectez, vers la réduction de leurs déchets. Est-ce que vous les formez? Est-ce que vous calculez leur réduction de déchets? Oui. Alors, on est, on est quand même, nous, dans la collecte et la gestion des déchets ultimes. Donc, on est intéressé par la politique anti-gaspi, mais ce n'est pas notre métier principal. En revanche, comme des bons détectives, quand on a accès aux poubelles, on a accès à pas mal d'informations. Et donc, les informations principales que nous, on sait ressortir de manière systématique, bac par bac, jour par jour, client par client, c'est le poids. On facture à la centaine de grammes près, et c'est la qualité du gisement. Et ça paraît peu, mais c'est déjà beaucoup. Je vous donne un exemple d'un réseau de grandes et moyennes surfaces, Proxy, qui a 900 magasins. 900 magasins, quand vous gérez un réseau de 900 magasins, vous êtes intéressé de savoir comment ils sont tenus. Est-ce qu'on gâche beaucoup? Parce que le gaspillage, ça a un coût. Est-ce que les équipes sont bien gérées? Et quand on a fait des premiers tests avec ce réseau de distribution, une des conclusions majeures, c'était eux de nous dire, on avait fait un test sur 5 magasins, il y avait 4 magasins qui marchaient très bien. C'est-à-dire que finalement, le gaspillage était tout à fait contenu, acceptable. Il y en a toujours trop, mais en tout cas, il y en avait peu. Et la qualité de tri était excellente. Et il y avait un autre magasin, un magasin sur les 5, où là, les volumes de gaspillage étaient énormes et la qualité de tri était vraiment dégueulasse. Et c'est un outil de management de la performance qui est assez extraordinaire à partir du moment où il est, voilà, où il est déployé sur un certain nombre de magasins et que ça permet de voir, de comparer un magasin à l'autre. En l'occurrence, et c'était un secret pour personne, en tout cas pour personne de nos interlocuteurs, le magasin qui gaspillait beaucoup et qui gérait mal la qualité du tri, eh ben, c'était un magasin où il y avait énormément de turnover, où les équipes étaient mal formées, et c'était le vilain petit canard, quoi. Et ils avaient fait ce choix-là pour voir s'ils allaient retrouver dans nos datas les mêmes intuitions qu'ils avaient eux. Et donc, autant nous, on va pas, c'est pas quand même notre métier de travailler sur le gaspillage alimentaire. En revanche, on a des datas qui sont nécessaires et qui sont cruciales pour le faire de la bonne manière. Et ensuite, si on veut vraiment travailler sur le gaspillage alimentaire, l'idéal, en tout cas pour la GMS notamment, c'est de s'associer avec des acteurs qui existent déjà, hein, des Phoenix, des Too Good To Go ou d'autres de cette nature, et d'avoir une offre conjointe en se disant, voilà, ce qui est encore mangeable doit aller sur le don alimentaire, ce qui ne l'est plus doit aller chez les alchimistes. Et là, on a fait des tentatives, notamment avec Phoenix, de mutualisation de la logistique, etc. C'était un peu plus complexe qu'on y avait pensé. Enfin, il y a la taille des camions, etc. fonctionnait pas. Mais à terme, vraisemblablement, on ira vers ça. C'est-à-dire une offre globale qui dit ça, c'est mangeable, je le donne. Ça, ce n'est pas mangeable, je le composte. Et j'ai une traçabilité la meilleure possible. Bon. Après, comme on est sur des choses qui sont périssables, bah forcément, la limite entre ce qui est mangeable et qui a de la valeur et ce qui n'est plus mangeable et qui est un déchet, bah, c'est la responsabilité de plusieurs personnes, forcément. Donc, c'est là où c'est forcément, enfin, c'est un peu plus compliqué. C'est difficile d'avoir une valeur nette comptable sur une pomme qui est en train de pourrir, alors que c'est plus facile sur des voilà, sur des biens qui ne se périment pas. Alors, vous faites des prestations de la formation. Donc oui, en tout cas, quand même, pour répondre de manière peut-être un peu plus technique à la question, c'est oui,
on fait de la prestation type conseil. Ce n'est pas notre cœur de métier, mais l'enseigne de GMS dont je vous parlais à l'instant, on collecte ces datas et on donne des conseils, des plans de progrès et on compile cette data pour eux. Et par ailleurs, à chaque fois que le tri est de très mauvaise qualité, on propose des formations, de refaire des formations si le personnel a changé. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais pourtant c'est central dans ce qu'on fait. Je vous ai bien expliqué qu'on notait nos clients, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles sur la qualité du tri. Ce que j'ai omis de dire, c'est qu'on facture en fonction de cette qualité de tri. Okay. Quand c'est mal trié, c'est plus cher. Quand c'est bien trié, c'est moins cher. Et donc, il y a une incentive quand même forte à ce que le comportement du client change de manière assez rapide. Alors, on ne parle pas d'augmenter la facture de 50%, ce serait un peu compliqué à faire passer, mais on a des deltas qui peuvent aller de 4 à jusqu'à 10% sur les clients avec des gros volumes, par exemple. Donc, ça, c'est une incentive forte et c'est de leur dire, regardez, on vous donne de la data très précise en live, on vous donne des directives de faire le tri correctement. Et si ce n'est pas fait et que vous avez tout pour le faire, dans ces cas-là, vous payez un peu plus cher. Et on avait un peu peur de ça quand on a démarré. On n'était pas complètement à l'aise de présenter ça comme ça. Et aujourd'hui, on voit que c'est quasiment un argument de vente central chez les alchimistes. C'est-à-dire que nos clients souhaitent être notés. Et ce qui est vachement encourageant. Il y avait des types. Alors, il y a les déchets verts. Faut-il d'autres types déchets verts pour produire le compost en plus des biodéchets collectés chez vos clients? Oui, tout à fait. Pareil, je me suis pas tellement appesanti là-dessus, mais dans le compostage, il y avait aussi la question de savoir comment on arrivait à faire du compost en si peu de temps. Parce que c'est vrai que j'ai peut-être pas été au bout de la réponse, mais on peut faire du compost plus rapide que ce qu'on fait à la maison parce que on monitore de manière beaucoup plus fine 3 paramètres. Le rapport carbone-azote. Et donc, les déchets alimentaires sont très azotés, très humides et peu structurés. Et on va ajouter du broyat de palette perdu, qui lui est très carboné, très structurant et très sec. Et donc, on va avoir dès le départ, enfin dès la réception des déchets et dès le mélange avec les copeaux de bois, enfin, après avoir pressé, broyé, pressé, etc., on va avoir un prémix qui va être assez idéal pour que les bactéries et les micro-organismes se développent. Et donc, on va avoir un prémix qui va être idéal pour que le process de compostage démarre et soit particulièrement accéléré. Et ensuite, on remue de manière régulière, on injecte de l'air, qui fait que les bactéries vont se développer de manière très rapide. Il faut avoir juste en tête qu'on a, nous, des tas de compost qui montent très régulièrement au-delà des 75 degrés, de manière naturelle. C'est-à-dire que l'activité bactérienne, les micro-organismes, vont porter le tas de compost à plus de 75 degrés, de manière naturelle. Et ça, évidemment, dans son compost de jardin, quand il est bien tenu, quand il est bien fait, quand il est bien remué, bon, on a du mal à passer au-dessus de 45, quoi. Quand ça se passe bien, quoi. Alors, les palettes broyées non traitées, les palettes perdues sont des palettes non traitées. Et là, c'est un sous-traitant du côté de Rungis qui collecte énormément de palettes perdues, qui les broie. Et ça part soit sur comment on appelle ça, les centrales à chaleur, enfin pour faire le chauffage collectif, soit ça part en compostage. Idéalement, on aimerait bien un jour, mais bon, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, mais on aimerait bien pouvoir collecter les déchets carbonés de nos clients, notamment les cagettes, et être en capacité de les broyer, de les déferrailler sur nos sites pour alimenter nous-mêmes
s'alimenter nous-mêmes avec avoir l'intégralité de la recette nous-mêmes, quoi. Mais bon, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué, non, mais ça prend du temps, quoi. Comment faites-vous avec les bornes de collecte où c'est mutualisé? Quand on a, je l'ai dit tout à l'heure, on a des points d'apport volontaires qu'on a mis en œuvre, notamment sur l'île, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse. Là, on va avoir du mal, pour revenir à la qualité du tri, à la notation. On va pouvoir noter un point d'apport volontaire, on ne pourra pas noter chaque ménage, évidemment, parce que on a des bornes, on a à peu près entre 80 et 120 ménages qui viennent amener leurs déchets alimentaires dans la borne. On va savoir donner une note à la borne. On va savoir communiquer à la communauté de ceux qui utilisent cette borne. Et si ça nous est déjà arrivé, on a vu qu'il y avait beaucoup d'utilisation de sacs non compostables. Là, on a envoyé un message à la communauté en disant attention, merci d'utiliser les sacs compostables parce que sinon, nous, on doit, ça nous fait un travail supplémentaire et c'est assez désagréable. Après, c'est vrai que sur les points d'apport volontaire pour les ménages, la notation, les 1, 2, 3 étoiles peuvent difficilement entraîner une facturation différenciée. Là, ça devient un peu compliqué. Ok, nous on a l'habitude de terminer chaque intervention en demandant à notre intervenant quels seraient les 3 gestes qu'il ferait ou qu'il nous conseillerait de faire au quotidien pour justement avoir un impact un peu positif à ce niveau. Alors, si on prend les sujets évoqués ce soir, moi je dirais dès lors que c'est possible, et c'est très vite possible, même avec des espaces extérieurs assez restreints, c'est évidemment de composter. Et pas forcément attendre que les alchimistes passent dans votre rue ou d'avoir une borne les alchimistes, hein. Enfin, dans l'équipe des alchimistes, on est très largement majoritaire à composter soit dans notre jardin, soit dans un composteur collectif, etc. Donc, je ne vais pas forcément vendre ma soupe, quoi. Mais en tout cas, donc c'est de composter. Il y a un deuxième conseil qui paraît bête, mais qui me semble essentiel, et notamment dans cette période, c'est tout bêtement de jardiner. Parce que en fait, jardiner a des impacts extrêmement forts si on considère qu'à un moment donné, il va falloir apprendre à ralentir. Je pense qu'il y a quand même une reconnexion à la nature qui va devenir absolument nécessaire, et la reconnexion avec la nature peut commencer avec le jardinage. Je dis bien peut commencer avec le jardinage parce que, évidemment, enfin, si le jardinage, ça consiste à mettre des engrais chimiques et puis à vouloir que ça pousse plus vite que le plus vite possible, forcément, là, il y a un message qui n'est pas exactement le mien. Et puis ensuite, à chaque fois que ces initiatives-là peuvent être collectives, c'est forcément mieux. Donc, quand on a trop de compost, comme c'était dit dans une des remarques, de partager avec ses voisins. Alors, évidemment, dit comme ça peut paraître, ça peut paraître bizarre, notamment en ville. Mais en fait, je pense qu'il faut combattre le bizarre. Enfin, et il faut surtout retrouver un peu de bon sens. Et le bon sens, c'est plutôt ça, plutôt que de partager du plastique, partageant du compost. Et le compost collectif est évidemment une bonne façon. Et puis ensuite, quand vraiment on est bloqué parce qu'on est dans la grande densité urbaine, etc., de favoriser la mise en œuvre de points d'apport volontaires, que ce soit des alchimistes ou d'autres, c'est pas le sujet. Donc là, c'est vraiment pour moi les gestes sur le sujet évoqué aujourd'hui. Plus largement, je pense que je prenais l'exemple du vélo, et moi je suis pas encore parfaitement irréprochable sur ces sujets-là parce que j'utilise encore trop
le scooter et parfois la voiture. Mais je pense que le vélo, et un peu pour les mêmes raisons d'ailleurs, hein, la capacité à ralentir, un peu à ralentir, la capacité à être un peu plus en prise avec l'espace extérieur, quand il pleut, quand il fait chaud, quand il y a du vent, etc. Et puis, évidemment, quand on a un vélo qui fait 15 kilos, on appréhende les autres et son environnement très différemment que quand on est dans une voiture qui fait 1 tonne. Au-delà même des aspects vraiment consommation et impact environnemental comptable. Mais je pense qu'il faut. On est dans une société de chiffres et il faut savoir à un moment donné réécrire les choses, et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Il y a un bouquin qui parle de ça là. Le et si de Rob Hopkins. Et je trouve qu'il est très très fort pour ça, c'est de se dire on a besoin de nouveaux récits, parce que sinon on va se réinventer des systèmes qui compensent des manques. On est quand même beaucoup dans une logique de compenser des erreurs faites par le passé par de nouvelles solutions qui sont elles-mêmes des problèmes pour demain. Et donc, sans revenir, sans être sur un retour vers le passé, en tout cas, il faut un peu réenchanter le monde, lire de la philo et un peu moins capital, et se questionner sur notre place dans le monde, parce que voilà, c'est trouver des solutions à chaque problème qu'on crée tous les matins, c'est pas forcément tenable, quoi. Ou alors il y en a qui vont passer à côté du chemin, et puis c'est juste pas souhaitable, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à la question d'ailleurs, mais bon. Si, tout à fait. Et puis c'est une belle manière de clore en ouvrant justement sur d'autres choses qu'on peut faire. Merci beaucoup, Alexandre. C'était passionnant. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. J'ai l'impression. Ouais, j'espère. Et puis, après, on peut évidemment continuer les conversations différemment, hein, par mail, par LinkedIn. Voilà. Ok, j'espère qu'on va pouvoir compter sur vous pour être tous alchimistes, ou un autre nom. Je pense que... Aujourd'hui, nous, on appelle ça tous alchimistes parce qu'on a choisi ce nom précisément pour pouvoir faire mouvement. Enfin, les alchimistes, c'est pas nous, c'est tout le monde. À partir du moment où on prend le sujet à bras le corps, et puis voilà, on espère compter sur vous. Ouais, en tout cas, ça donne envie de faire mieux les choses et d'avancer dans ce sens. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Bonsoir beaucoup à tout le monde. d'avoir accepté notre invitation. Merci Mathilde de m'avoir proposé. Écoute, c'était vraiment un grand plaisir, et j'aime beaucoup ta conclusion sur le fait qu'il faudrait peut-être un peu commencer par changer son rapport au monde et voir un peu ce qu'il advient, et que la clé probablement est peut-être là. Donc merci de nous avoir éclairés ce soir, et merci à toutes et à tous de vous être rejoints à nous et d'avoir beaucoup sollicité notre intervenant. On vous retrouve bientôt pour de prochaines aventures, et si vous avez des idées, des envies, nourrissez-nous, nous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.